Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous. Revenir à l'université, c'est une joie énorme. Pouvoir côtoyer des gens qui sont des esprits jeunes et dynamiques et qui réfléchissent au monde de demain, c'est passionnant. Et la perspective de pouvoir venir vous soumettre quelques idées et de les échanger avec vous, c'était vraiment un plaisir très, très fort. Et je remercie l'IHEDN de m'avoir proposé cette conférence. Je vais vous parler de la France en Indo-Pacifique et non pas de la France et de l'Indo-Pacifique. J'ai fait pendant 5 ans au Japon des explications sur la France et l'Indo-Pacifique. Qu'est-ce que c'est le concept Indo-Pacifique? Qu'est-ce qu'on y fait? En fait, pour expliquer aux gens qui sont chargés de prendre des décisions pourquoi il fallait examiner l'Indo-Pacifique dans sa globalité. Bon, ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Enfin, je sais pas, on ne va pas moi tout seul, mais enfin, finalement, aujourd'hui, l'Indo-Pacifique, c'est quelque chose qui s'est imposé non seulement dans les parcours éducatifs, scolaires, universitaires, mais aussi dans l'administration. La France en Indo-Pacifique, c'est pour... donc cette France et l'Indo-Pacifique, c'était pour expliquer à des étrangers ce que faisait la France en Indo-Pacifique. La France en Indo-Pacifique, c'est pour expliquer à des citoyens français ce que c'est que la France de l'intérieur, dans l'Indo-Pacifique, loin de la métropole. Celle dont on parle pas beaucoup au journal de 20h, sauf à la météo. Depuis il n'y a pas très longtemps, on a la météo sur Tahiti, Nouméa. Mais en dehors de ça, c'est pour ça que j'ai mis... là, normalement, ici, vous avez la fiche des cafés stratégiques, mais elle ne sort pas. Mais là, je vous ai mis les pages de Nouvelle-Calédonie, la première, et de Polynésie, la première. Ce sont des chaînes de télé relayées par France Info, qui vous donnent des infos. Mais ces infos qui circulent là, on les voit rarement aux 20h chez nous. On peut se demander pourquoi. Moi, ça m'interroge. Je parle un peu plus fort. OK. Ça va? Le son, ça va marcher? OK. Voilà, on peut se demander pourquoi, mais à l'heure de la mondialisation des réseaux de l'information et tout ça, tout le monde est capable d'accéder aux données, et les journalistes aussi. Et donc après, il y a des choix qui sont faits. Et il est important qu'on ait des chercheurs qui veillent un petit peu tous les canaux pour pouvoir essayer de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc voilà pour la France en Indo-Pacifique. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça marche. Voilà. Voilà les références que j'ai prises pour vous parler. Tout ça est accessible en ligne. C'est ou des revues que vous pouvez acheter qui coûtent 10 €, ou alors des publications, celle du Centre d'études stratégiques de la Marine, qui a publié notamment un document remarquable grâce aux travaux de l'Académie de Marine, sur les forces et les faiblesses de la France maritime. Vous avez un livre qui vient de sortir de Nicolas Mazouk qui est remarquable sur la confrontation en mer. Et puis si vous avez tout un ensemble de revues qui vous permettent de compléter un peu ces données-là. Donc en fait, toutes les données, toute l'information existe, elle est publiée. Après, on peut se demander si elle est exploitée comme il faut ou pas comme il faut. Et ça, c'est important qu'on puisse échanger avec un esprit de recherche, de confrontation d'idées, d'échange. Voilà. Ça, c'est une petite photo que j'ai prise parce que ce matin, j'ai trouvé ça. C'est un cartographe breton qui a examiné la ligne de partage des eaux, et en faisant ça, il a identifié une France atlantique et une France méditerranéenne. Nous, on est en Bretagne, on est plutôt dans la France atlantique. Mais en fait, on est ouvert sur la mer comme les autres. Je dirais que sur le sud de la Méditerranée, en passant par la mer Rouge, si le canal de Suez est ouvert, on descend l'océan Indien. Sinon, tu es obligé de passer par l'Atlantique, on fait le tour de l'Afrique et on va de l'autre côté. Et quand on est en Atlantique, on monte sur le pôle Nord, le pôle Sud, et puis après, vous connaissez le Vendée Globe, ils sont partis dimanche dernier, ils vont faire le tour du monde, ils vont traverser tous les océans, et ils sont partis des Sables d'Olonne, encore de la façade atlantique. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des façons, on peut avoir dans le sud de la France ou dans l'ouest de la France, sur la façade atlantique, des façons différentes de voir la mer et les océans, mais en tout cas, c'est le même océan mondial, et c'est la même vision française qui s'exprime parce que nous avons la même culture maritime et que nous partageons la même gouvernance maritime. Et en matière de gouvernance maritime, la France est un pionnier interministériel mondial. Donc ça, c'était juste pour remercier un cartographe breton. Pardonnez-moi, je n'ai pas mes lunettes, j'ai son nom, je devrais le citer, mais je ne le vois pas. Il est écrit là-haut, mais vous ne le voyez pas non plus. Donc vous le trouverez bientôt. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est très bien. Et c'est en ligne, accessible. Voilà. Ah bah zut, il y a des vues qui passent pas, mais c'est pas grave. Bon, la semaine dernière, comme vous le savez, il s'est passé des choses aux États-Unis qui vont sans doute avoir des influences sur la façon dont la France voit le monde et dont la France est considérée avec l'Europe dans le monde. Ça, c'est un
c'est une vue assez intéressante, c'est le monde selon Trump, c'est tous les tweets, c'est la taille des États et des régions du monde en fonction du nombre de tweets qu'a adressé Trump. Si on cherche la France et l'Europe, on s'aperçoit qu'on n'y est pas vraiment. Ça, c'était pendant son premier mandat. Hein. Pendant le deuxième, je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin, voilà de quoi on part. Donc, avec quelqu'un qui, je dirais, va droit au but et parle directement au chef. Donc, aujourd'hui, parmi les chefs, on a compris qu'il y avait la Chine, on a compris qu'il y avait Poutine, et puis après, s'il y a d'autres chefs ailleurs, peut-être qu'il leur parlera. Enfin, on peut espérer. Enfin, on est quand même alliés dans l'OTAN, donc il va nous parler, mais bon, comment il va nous parler, qu'est-ce qu'il va nous dire, c'est la grande surprise. Ensuite, le monde bascule, et il bascule sous nos yeux. Et vous avez d'excellents think tanks en dehors de Paris qui font cette analyse. Et là, vous avez la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est à Toulon, qui est venue présenter au début d'année, l'amiral Jean-Michel Martinet est venu présenter les enjeux des grands fonds marins. C'était ici même. Je peux dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un peu la continuité de ça, mais la FMES, ils ont cette particularité d'avoir créé il y a 3 ans des rencontres stratégiques de la Méditerranée, où ils ont évalué les enjeux de sécurité en Méditerranée, en mer Rouge, dans l'océan Indien. Et ils viennent de sortir les actes du colloque qui sont accessibles en ligne, mais les conclusions, c'est ça. C'est qu'il y a des champs de force dans le monde, mais ce n'est pas forcément des blocs, comme on voudrait nous le faire croire, parce que l'analyse simple, c'est d'identifier quel est le bon, quel est le mauvais. Est-ce que c'est l'Ouest, est-ce que c'est l'Est, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est eux, qui a commencé, voilà. On aime bien répartir les gens, mais en fait, le monde est devenu un petit peu plus compliqué, et il faut regarder ça de façon plus tranquille, plus reposée, avec du recul. En tout cas, pas dans l'immédiateté d'une information que l'on serait susceptible de prendre sous le coup de l'émotion. Voilà, ça, je vous laisserai l'éplucher. Je suis désolé pour ceux qui sont au fond. Je réalise que l'écran n'est pas assez grand, que la définition de mon ordinateur n'est pas suffisante. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous aurez l'accès à la donnée après coup, quand j'aurai transmis tout ça à l'université. Là, c'est en gros le radar de la situation. C'est quelqu'un qui s'est amusé à lister tous les sujets, tous les problèmes pour l'année 2024. Vous notez qu'il y en a quand même un certain nombre et que dedans, il y a quand même pas mal de sujets internationaux. Alors, moi, quand je me suis rentré dans les affaires internationales, je m'intéressais, il y avait une élection présidentielle et j'étais surpris que les questions présidentielles, les questions de sécurité et de défense n'étaient pas abordées, pas plus qu'elles ne le sont aux États-Unis ou dans tous les grands pays. Et on m'avait dit, mais commandant, à l'époque, si vous vous intéressez à ces sujets, c'est que vous faites sans doute partie des moins de 1% de la population qui s'intéresse au sujet. Je dis oui, d'accord, on n'est peut-être que 1%, mais le risque d'une guerre à l'intérieur de ces 1% risque de détruire le pays et on ne peut pas se permettre de ne pas informer l'ensemble des citoyens de ce qui risque de se passer, même si c'est que 1% de votre taux d'intérêt. Et ça, c'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on me répondait aussi, vous savez, la guerre ne reviendra plus, on est dans une ère de dividendes de la paix, la guerre est illégale, l'Europe a devant elle des années d'économie triomphante et la démocratie va s'imposer partout. On est 30 ans après et ce n'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer, mais pourtant, il n'y a pas plus de 1% de la population qui s'intéresse à ces sujets-là. Maintenant, je suis très content que vous ayez pu venir aujourd'hui. Je suis très impressionné que vous soyez très nombreux parce que ça montre que le sujet vous intéresse et je vous en remercie. Je vais donc vous parler suivant ces 4 axes. Alors, c'est la première fois que je fais la conférence sous cette forme-là. Pourquoi ? Parce que j'ai été amené à recomposer complètement, parce que l'actualité maritime est tellement dense que je ne voulais pas vous livrer quelque chose qui soit d'un réchauffé, adapté et tout. Donc, j'ai tout repris. Le seul problème, c'est que j'ai 50 vues, et 50 vues dans une intervention de 50 minutes pour vous laisser le temps de parler, c'est beaucoup trop. Donc, je m'arrêterai, et je demanderai à Patrick de m'arrêter à 1h15, quelque chose comme ça, pour laisser au moins un quart d'heure de questions, quoi. Je m'arrêterai, et puis je prendrai les questions comme elles viendront, et puis on verra. Mais en tout cas, il y a moyen de discuter après, si vous voulez, ou de se revoir, ou de faire un complément, enfin voilà. Mais sentez-vous libre. Voilà, c'est pas un carcan, c'est juste des propositions pour permettre de remonter des idées, des questions, et puis d'échanger avec vous. C'est pour moi le plus important. Donc on va examiner la géographie des espaces maritimes, ensuite les stratégies et les politiques maritimes nationales, et notamment celle de la France, les forces et les faiblesses de cette France maritime, et donc ça a été très bien analysé dans un document qui est complètement gratuit, qui est en ligne, qui a été publié par l'Académie de Marine. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Académie de Marine, mais en tout cas, c'est un groupe d'experts, de gens qui ont exercé des hautes responsabilités dans l'administration maritime, que ce soit des militaires, des amiraux chez l'état-major de la marine, ou des industriels, ou des entrepreneurs, ou des chercheurs, ou des savants, des scientifiques, pardon. Et donc, ils ont pondu ce rapport-là,
la force et faiblesse de la France maritime, et vous avez sur une quarantaine de pages quelque chose qui est absolument éclairant. Et c'est pour ça que j'ai repris ma conférence pour essayer de vous en présenter les grandes lignes. Alors, je m'en excuse à l'avance parce que c'est un petit peu académique. Alors, j'étais dans une université, donc je me suis dit que c'était pas forcément inadapté, mais j'imaginais pas que vous n'arriveriez pas à lire ce que je vais vous montrer après. Et donc, ça va me demander un petit jeu d'explication. Encore une fois, quand vous aurez le document, vous pourrez le lire. Et on m'a assuré qu'à la vidéo, toutes les images paraîtraient et qu'on pourrait lire à l'écran. Si vous voulez revisiter la conférence, vous pourrez le faire. Voilà. Et ensuite, vous parlez de l'outre-mer convoité, parce qu'en fait, la France en Indo-Pacifique, elle y est pour l'instant, jusqu'à ce qu'elle n'y soit plus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs forces à l'œuvre. Il y a les forces à l'autodétermination dans certains territoires. Il y a l'action extérieure et d'un certain nombre de pays qui aimeraient bien voir la France partir de cette région-là, comme elle était assez satisfaite de voir la France sortir de l'Afrique. Si je fais un petit comparatif, il y a beaucoup de gens qui ont applaudi au départ de la France, de l'Afrique et tout ça. Si on regarde la situation des régions qui ont été laissées au regard du terrorisme, on s'aperçoit que les choses ne se sont pas vraiment améliorées et que la rentrée de Chinois ou de Russes ou d'intérêts d'autres pays n'est pas venue fondamentalement stabiliser la situation. Donc il y a vraiment des choses qu'on est amené à faire aujourd'hui. Je dirais que la situation du monde d'aujourd'hui, elle n'est plus celle de la décolonisation des années 60. L'autodétermination des peuples reste, et la liberté des individus reste une valeur cardinale. Maintenant, comment elle s'exerce, où elle s'exerce, et comment elle peut se retourner contre nous en fonction des alliances et des gens qui sont susceptibles de venir prendre la place qui était la vôtre. Enfin, en tout cas, en Afrique, on n'était pas chez nous, c'était pas un pays souverain. Là, on est chez nous, et on est contesté chez nous. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on n'en parle pas beaucoup. Voilà, donc l'espace maritime français, c'est ça. C'est ça, c'est 11 millions de kilomètres carrés, ce qui nous fait le deuxième espace maritime sous souveraineté au monde, après les États-Unis. Quand on fait le rapport de la superficie du territoire français à l'espace maritime, c'est colossal. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas très connu, mais qui, grâce au progrès du système éducatif et des programmes, s'est imposé au lycée, dans les classes de terminale, les classes de géopolitique, et aujourd'hui jusqu'à l'université. Donc, je n'ai pas besoin de vous convaincre de tout ce qui est écrit là. Vous avez des distances, des populations, l'effectif. En fait, aujourd'hui, quand on vous dit, la mer, c'est le réseau sanguin de la mondialisation, même si elle est en train de se redéfinir, pas la mer, mais la mondialisation. 2, c'est l'avenir de l'humanité en termes de ressources et de développement, et en termes de climat. Voilà. Et donc, il est temps de faire quelque chose. Et nous, on en a 11 millions de kilomètres carrés, donc on a un savoir-faire, une connaissance, une gouvernance maritime, et celle-là est applicable et exploitable. On est un petit peu partout. Hein, tous ces petits territoires, départements, communautés d'outre-mer, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais ça nous met sur tous les océans du monde. Ce qui veut dire que quand on s'intéresse à la mer, on est obligé de s'intéresser, en France, et qu'on est français, on est obligé de s'intéresser à tous les espaces du monde. Ce qui n'est pas choquant, je dirais. Je sais bien que l'universalisme est contesté aujourd'hui, que ce soit chez nous, que ce soit à l'étranger, mais la mer, je ne connais pas un pays qui soit capable de la réguler lui-même tout seul, s'il ne coopère pas avec les autres. Or, pour pouvoir coopérer, il faut la connaître. Et si on est réparti sur tous les pays du monde, sur tous les océans du monde, c'est quand même plus facile. Donc on a ces aptitudes locales, mais on n'en a pas encore pris sans doute conscience au niveau national, sur la façon de transformer ces connaissances régionales, à la fois comme une connaissance nationale, mais aussi comme une façon de fabriquer des solutions pour les territoires et les communautés d'outre-mer, des solutions économiques, environnementales, qui soient satisfaisantes. On en parle depuis 30 ans, moi je l'ai vu, c'est pour ça qu'on avait fondé l'IT-Océan en 2009. On doit reconnaître que des choses ont été faites, mais qu'il y a encore beaucoup à faire, et qu'au moment où on peut les faire, où on commence à savoir qu'on peut le faire, avec les moyens de le faire, c'est là qu'on est contesté et que des gens voudraient bien prendre notre place. Voilà. Alors, ensuite, si vous arrivez à voir au fond ça, bon, enfin, voilà, pour ceux qui ont une bonne vue, en tout cas meilleure que la mienne, vous devez pouvoir voir les distances qui vous expliquent que, on sait bien, hein, le Vendée Globe, ils sont partis pour au moins 2 mois, si je ne me suis pas trompé, peut-être moins. Si vous partez en voilier, un voilier, il fait quand même 40 nœuds, leur voilier, hein, c'est pas un bâtiment de commerce ordinaire. Hein. Vous voyez, il y a des distances, et il faut les connaître. Le bateau, c'est le moyen de transport le plus commode et le plus économique, sauf quand on ne passe pas par Suez et que ça augmente les primes d'assurance et que ça vous augmente le prix de toutes les marchandises. C'est une première chose. Deuxièmement, le bateau, c'est en train de se décarboner, donc c'est une des industries les plus en pointe
sur la transition écologique, ce qui va être le cas de l'aviation, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et en tout cas, l'aviation ne transportera jamais les masses de marchandises que transportent les bateaux. Et donc, il faut être conscient de ces distances, de ces besoins, que ce soit des distances transcontinentales ou à tort à l'intérieur des théâtres. Je vais juste faire quelque chose parce que sinon je ne vais pas voir. Je retire ma montre et je regarde. Voilà. C'est bon. Alors, oui, bah tiens, très bien. Oui, c'est ça. Quand on regarde un peu les communautés françaises de l'Indo-Pacifique, ça couvre ça. Petite région, n'est-ce pas? Vous connaissez tous les noms, mais quand on voit les distances, c'est colossal. On est dans des tranches horaires, dans des sauts de décalage qui sont considérables, mais encore une fois, c'est plus un problème aujourd'hui. On a l'Internet, vous êtes capable de faire du replay. Si vous voulez savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est pas la peine de rester sur votre télé le soir jusqu'à plus d'heure. Vous attendez, vous allez vous coucher, le lendemain vous prenez l'Internet, vous regardez, vous savez ce qui se passe. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas possible. Voilà, donc ce territoire français, enfin cet espace d'intérêt français et maritime est très vaste. Et bien alors, voilà. Mais alors quand on passe à la Polynésie française, c'est considérable. Quand vous voyez que la superficie de la Polynésie française, ça couvre quasiment toute l'Europe. Ok ? Vous imaginez donc le gouvernement polynésien, le conseil polynésien, avec les prérogatives, un certain nombre de choses, le partage des responsabilités avec l'État français. Voilà, on administre un espace qui est certes au niveau terrestre réduit, mais qui au niveau maritime est considérable, avec une capacité, à la fois une responsabilité en matière de protection de la ressource, protection de l'environnement, gestion du climat, exploitation des grands fonds marins ou pas, on y reviendra, et tout un tas de choses. Et ça nous confère une responsabilité qui est considérable. Et si la France parle au nom de ce qu'elle connaît en océan Indien, en océan Pacifique, on va l'écouter. Enfin, en théorie, on doit l'écouter. Si le débat redevient un débat, on est capable de parler, on vous écoute, puis on discute. Voilà. Ensuite, l'océan, c'est plein de richesses. Alors, c'est plein de richesses, c'est de l'économie bleue, ça, tout le monde en entend parler, on ne sait pas forcément exactement ce que ça concerne, mais il suffit de lire le discours du maire de Lorient, ministre de la mer, qui était aux assises de l'économie de la mer à Bordeaux, et puis vous verrez, la mer et les océans, l'économie de l'eau, c'est une priorité. C'est une opportunité pour la France, et on a tout un tas de choses que l'on peut mettre en place et qu'on peut utiliser en s'appuyant sur l'expertise, la connaissance et la présence française dans tous les océans du monde. C'est la pêche et le tourisme. C'est pas à Lorient que je vais expliquer que la pêche c'est important, parce qu'après l'économie bleue, le maire de Lorient, le ministre de la mer, a fait une déclaration sur la pêche. Et puis c'est les grands fonds et c'est la high-tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent au fond de la mer, et la question de savoir si on peut les exploiter ou pas, est-ce que ça peut nous aider à vivre mieux, à nous développer mieux, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser tout ça comme ça, parce qu'on ne sait pas trop bien, ça ne va pas trop modifier le climat, abîmer la biodiversité, tout ça. Donc le débat est complètement actuel, et la France a posé la question, par l'intermédiaire de son président. Et on voit bien qu'il y a deux tendances. Il y a ceux qui voudraient bien protéger, et puis il y a ceux qui voudraient bien exploiter. Et puis comme par hasard, il y a une ligne de fracture, et on trouve toujours les gens qui empêchent de tourner en rond d'un côté, et puis les autres qui veulent faire quelque chose ensemble de l'autre. Donc il va bien falloir trouver un moyen de résoudre le problème. Ensuite, c'est la technologie. On ne pouvait pas faire tout ça il y a 30 ans, d'accord ? Mais là, on est rentré dans... alors attendez, je voudrais voir, c'est pour ça que je mets mes lunettes, dans le 5e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e cycle d'avancée technologique. Alors vous avez secteur par secteur. Oh, c'est pas vrai, je n'arrive même pas à voir. Bon, alors, voilà, bien. Eh bien, écoutez, vous avez les différentes avancées, donc avec le charbon, le pétrole, l'électricité, et derrière, vous avez le numérique et les drones. Et aujourd'hui, on est juste dans la transition, c'est-à-dire qu'on est dans le numérique, on voit bien ce qui pourrait se faire avec les drones, mais on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour les drones, mais on est dans les deux éléments. Et c'est bien ces deux dernières transformations qui nous permettent de faire des avancées considérables en matière d'exploration des grands fonds marins, protection des grands fonds marins, protection et exploitation des richesses, coopération internationale, développement technologique. Et tout ça, je suis ici dans une université des sciences et des sciences de l'ingénieur. Je m'adresse à des futurs ingénieurs. Voilà, si vous êtes à Lorient et si vous voulez vous investir dans le domaine maritime et océanographique et marin, vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour y aller. Simplement, il va falloir vous armer, d'abord, d'une volonté d'apprendre et de savoir pour devenir les meilleurs,
parce que sachez que dans l'Indo-Pacifique, il y a des tas de pays qui ne nous attendent plus. Ils sont bien plus nombreux que nous et ils ne nous attendent pas. Donc il va falloir vouloir apprendre et vouloir être les meilleurs pour être capable d'innover et faire en sorte que ce qui a fait notre caractéristique dans les années 60, avec l'énergie nucléaire, avec la construction de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, avec les fusées dans l'espace et tous ces trucs-là, qui faisaient qu'on était numéro 1 mondial, et ben dans certains domaines, enfin, ou pas très loin, aujourd'hui on a un petit peu baissé et on a d'autres domaines qui pourraient nous offrir une opportunité unique. Mais encore faut-il en avoir conscience et puis en avoir envie. Voilà. Moi je pense que l'envie, ça manque pas. Les moyens, c'est autre chose, mais ça se discute. Et en tout cas, la volonté, c'est vous. Donc moi, je vous transmets mes convictions, et puis vous, c'est vous qui agirez, quoi. Et puis après, vous viendrez me voir et vous me direz, ouais, c'est intéressant ou non, c'est pas terrible, mais bon, on en parlera. Bon, alors là, je suis désolé, il y avait encore une magnifique vue, mais vous l'aurez sans doute plus tard, c'est le fond de l'océan Indien. C'est-à-dire, en gros, vous avez une carte avec le fond de l'océan Indien. Alors aujourd'hui, on vous explique qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de la mer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça n'allait pas, la logique était simple, on maîtrisait les techniques pour aller sur la Lune, mais on ne maîtrisait pas les techniques pour aller dans les grands fonds marins, entre 6 000 et 10 000 mètres de fond. Sauf que maintenant c'est possible. Donc si on est capable de faire de la cartographie, on est non seulement capable d'aller retrouver le Titanic ou les bateaux qui ont coulé et qui sont, ou les avions qui ont disparu dont on ne sait pas où ils sont, on finira peut-être pas les retrouver, mais en tout cas on peut faire tout un tas de choses, que ce soit pour la numérisation de l'océan, que ce soit pour l'édification d'un jumeau numérique de l'océan, pour la cartographie, pour la sécurité, pour les prévisions météo, pour les risques contre les catastrophes naturelles. Enfin bon, il y a tout ça. Alors, tout ça, c'est des éléments objectifs. Bien sûr, il y a des éléments politiques. Et donc, quand on parle d'Indo-Pacifique, il y a autant d'espace Indo-Pacifique qu'il y a de vision, qu'il y a de pays, quoi. Il y a celle des Japonais qui ont été quand même les lanceurs avec les Indiens de l'Indo-Pacifique. Donc, eux, c'était de la côte de l'Afrique jusqu'à la côte de l'Amérique, le truc plus large. Il y a celle des Américains qui se sont positionnés juste après, de Hawaï à Mumbai. Donc c'est la rime en I qui prédomine, et entre Hawaï et Mumbai, ça c'est leur Indo-Pacifique. La France, elle, ça serait plutôt de Djibouti à Tahiti. C'est la rime en I. Donc quand on regarde, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même plus gros que les Américains, et ça comprend l'Afrique. Alors quand je parle de concept Indo-Pacifique, il n'est pas question d'uniformiser de toutes ces régions et ces sujets-régions qui ont leurs problématiques propres. Ce qui est nécessaire, c'est cette observation de toutes ces régions ensemble et de voir quelles sont les grandes tendances à laquelle elles évoluent. Et pour moi, il y a quelque chose qui est évident. Je veux dire, en tant que marin qui a navigué dans l'océan Indien et dans le Pacifique, la continuité physique des océans fait que vous preniez d'un côté ou de l'autre, le problème de la mer et des océans pose les mêmes difficultés aux hommes, qu'ils soient chinois, américains, japonais, français, africains, ou n'importe quoi. Et qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui tout seul va dire « moi, je vais régler le problème tout seul ». Donc il faut se parler. Et donc c'était l'esprit de la Convention de Montego Bay. Alors cette convention, moi je l'ai vécue, j'étais midship sur la Jeanne d'Arc quand elle a été approuvée à Montego Bay en... Je ne sais pas sur quelle année, oui c'est en Jamaïque. Enfin, je cherchais le mot, Jamaïque. Donc Montego Bay. Et puis, il a fallu 10 ans pour la ratifier, 94 de mémoire. Et puis là, en fait, on a assisté à un premier mouvement planétaire de pays en voie de développement et de pays développés pour faire en sorte que la mer et les océans deviennent une priorité. Et tout le monde travaillait ensemble. Et ça marchait. Et le droit a été codifié. Il a fallu une trentaine d'années pour que chacun en voit les forces, les faiblesses, les limites, et que certains commencent déjà à imaginer comment on pouvait le contourner pour en tirer des bénéfices plus grands ou exclusifs. Et comme en même temps, ce grand esprit de coopération internationale a sensiblement diminué, il n'y a qu'à regarder les débats à l'ONU, pour retrouver un peu ce mouvement qui réunissait les pays développés avec les pays en développement, qui réunissait les pays du Nord avec les pays du Sud, qui réunissait tout le monde, maintenant on voit qu'il y a des groupes d'intérêt dans lesquels les gens se font des procès d'intention, et on connaît les problèmes, mais on fait comme si personne ne voulait les régler. En tout cas, pas de façon collective. Et il y a toujours, bien sûr, la volonté de rendre l'autre responsable de tout ce qui s'est passé avant. Donc, tant qu'on reste là-dedans, comme on disait sur le Titanic, le bateau coule normalement. Si tout se passe bien, dans une vingtaine d'années, on touche le fond. Si on ne fait rien.
Bien. Alors, mais je reste résolument optimiste. Ce qui vous explique que pour... Ah ben non. Bon, écoutez, je suis désolé. Vous aurez que la moitié de la photo. Moi, je l'ai en entier là, mais vous aurez que la moitié de la photo. Donc, il y a besoin d'une stratégie maritime. Et les premiers à avoir expliqué le besoin de cette stratégie maritime, ce sont les militaires, et qui reprennent les grandes bases de tous les penseurs maritimes, qu'ils aient été français au départ, ou qu'ils aient été, avec l'apogée connue avec l'amiral Castex, ou américains avec Alfred Mann. Voilà, qui tient la mer, tient la terre, qui tient le commerce, tient je dirais, la situation géopolitique mondiale. Et c'est un petit peu comme ça que se sont bâties les grandes puissances maritimes, que ce soit les Britanniques, les premiers, puis les Américains. Et en fait, si on observe bien ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui, en fait, ils font du Mahan à la chinoise, en envoyant un effet miroir à peu près. Tout ce qu'a fait Mahan, ils sont en train de le décliner, et ils sont en train de faire la même chose, et en disant, plus on repousse les non-chinois loin de nos côtes, et plus nous, Chinois, on fait ce qu'on veut près de chez nous. Voilà. Donc, ce qui explique qu'on a besoin d'une stratégie maritime. La France en a toujours eu. Il y a toujours eu un chef d'état-major de la marine, il y a toujours eu une marine française engagée sur tous les océans en raison du caractère, je dirais, universel de la présence française à la surface des océans. Et donc, je dirais, l'incarnation de cette stratégie maritime, de façon réductrice, c'est ça. Je me fais plaisir, parce que là, vous avez le Charles de Gaulle pour les 80 ans du débarquement en Provence, le Charles de Gaulle pour le soutien à Notre-Dame après l'incendie, et puis là, vous avez le futur porte-avions nucléaire de nouvelle génération, tel qu'il sort du salon aéronaval, c'était il y a 15 jours. Donc, pour vous dire que l'information maritime, elle est extrêmement dense depuis. Elle a toujours été importante, mais elle est particulièrement dense depuis septembre. Avec, je dirais, le salon aéronaval qui s'est tenu début du mois de novembre. La semaine dernière, il y avait les assises de l'économie de la mer à Bordeaux. Le ministre de la mer faisait un discours, et c'est le maire de Lorient. Si mes informations sont exactes, la région Bretagne et son président partent au Japon à la fin de la semaine pour aller promouvoir la Bretagne, l'attractivité et la compétitivité. La région Bretagne est une des plus actives en matière d'engagement international et économique. Et si la Bretagne va au Japon, ce n'est pas par hasard. Donc, si vous voulez, tout ça arrive en même temps. Et ça arrive, je dirais, sur les écrans de télé, c'est un petit peu bizarre, parce qu'on parle de tout un tas d'autres choses, pas moins importantes pour la vie de la société française, mais dont on ne voit pas trop bien ce qui va sortir. Et puis, à la vitesse où ça va, je dirais, je serais un compétiteur stratégique de la France. Je ne m'inquiéterai pas trop de ce qui se passe chez nous. Je continue à avancer. Et puis, quand la Française se réveilleront et qu'ils seront là au rendez-vous, on verra bien. Mais moi, j'aurai consolidé mes positions. Et c'est un petit peu ça, moi, en tant qu'éclaireur stratégique, c'est un peu ça qui me gêne. C'est que j'ai le sentiment qu'on a perdu du temps pendant la période des 30 années de dividendes de la paix, et qu'au moment où il faut agir, où il faut être prêt, on s'est encore donné un petit peu de temps pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Le problème, c'est que Trump ne va pas nous attendre. Xi Jinping, il a déjà sa feuille de route. Poutine, il ne faut pas s'inquiéter, il nous veut que du bien. Donc ça va bien se passer. Et que nous, si on ne bouge pas, on risque d'être un petit peu embêtés, quoi. Et quand on va se réveiller, la seule crainte, c'est que le béton à prise rapide aura séché et que pour se sortir d'une situation délicate, ça sera plus compliqué et peut-être plus cher. Et puis peut-être que les gens seront usés aussi, parce qu'il faut avoir de la volonté pour y aller. Hein. Voilà, donc alors là, je suis frontalement désolé. Je pensais que ça serait visible, mais ça ne l'est pas. Donc je vais refaire de la publicité pour cet excellent opuscule. C'est tiré donc du document qui a été réalisé par les académiciens de marine, publié par le Centre d'enseignement supérieur de la marine, et qui fait le point sur la stratégie maritime. J'en ai un petit peu parlé. Je vais vous donner envie d'aller le lire, ce document. Donc c'est pour ça que voilà, et ça vous fait le point sur l'industrie maritime. Et donc l'industrie maritime de la marine marchande, qui explique quelle est la place de la France là-dedans, la construction navale, les ports, en expliquant qu'il nous manque des choses. On a des ouvertures, mais on n'est pas dans les premiers ports du monde. Quand on regarde aujourd'hui, en 20 ans, ce qui s'est passé, on retrouve 5 ou 6 ports chinois, 2 ports japonais, un port américain, et puis Rotterdam ne doit pas être très loin, mais
Mais globalement, les ports français, c'est très très loin pour tout un tas de raisons qui nous appartiendra d'analyser, voilà, et de compétitivité, et de volonté, et d'endurance et de financement. En clair, voilà, une des carences les plus grandes des ports français est leur relatif isolement et l'insuffisance de leur desserte par des liaisons terrestres, fluviales ou ferroviaires, suffisamment massifiées pour traduire les échanges. Les grands ports maritimes, ultramarins, peinent à jouer un rôle de hub dans les régions, alors que pourtant les routes maritimes sont en train de se développer, et ça peut constituer une opportunité à saisir, mais ça nécessite des investissements, certes, mais c'est quelque chose, c'est un investissement qui doit rapporter pour le futur. Voilà. Chargeurs et logisticiens ont ainsi investi dans des entrepôts difficilement délocalisables en métropole, alors qu'aujourd'hui, il faut être capable d'envoyer un petit peu dans toutes les régions. En France, la carence des surfaces foncières disponibles et la durée des procédures administratives pour les aménager handicapent également la compétitivité des ports. Voilà. L'instabilité sociale qui a longtemps été caractérisée manque encore, contribue à atténuer l'image qu'on pourrait avoir des perspectives de développement. Alors, quand je dis ça, je vous donne un avis, je suis assez d'accord avec ce que je vois depuis 30 ans et ce qui est écrit là. Bon, voilà, c'est pas une fatalité, il faut le prendre en compte, il faut le savoir, il faut regarder la vérité en face. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça bouge ou est-ce qu'on reste comme ça? En conclusion, le panorama montre que très clairement, dans tous les secteurs de l'économie maritime française, une caractéristique générale. 1. L'excellence de quelques-uns. Tout le monde connaît CMA CGM, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Dreyfus, Armateur, à un moment et tout ça, okay. Qui ont une position dominante. Quand on est dans le top 5 mondial, on peut considérer qu'on est dans une position dominante. Actives et qui sont capables d'investir et de maintenir sans faillir le niveau de leur activité de recherche. Mais dans beaucoup de cas, ces fleurons masquent une position globalement insatisfaisante de l'ensemble du secteur. Ça, c'est pour l'économie maritime. On a un terrain favorable, repose sur une multitude d'acteurs qui complètent leur activité et rendent possible l'existence d'une main-d'œuvre de qualité et de haut niveau. L'attractivité de la formation professionnelle en est aussi l'une des conditions. Donc là, on revient sur l'université, le domaine d'excellence, les ingénieurs. Après, il faut former les cadres, la main-d'œuvre et tout ce qui va bien, et avoir défini un objectif. Le problème, c'est que dans le domaine maritime, c'est comme quand on dirige un pétrolier de 500 000 tonnes. On donne le cap, et puis si on doit changer la route de 15 degrés, ça ne va pas se faire en 3 secondes. Quoi, hein. On va donner l'ordre, on va tourner la barre, puis là, on va attendre que... Donc, je veux dire qu'il faut identifier les objectifs le plus loin possible, et puis faire des coups de barre, mais qui soient tout doucement. Mais si on s'est complètement planté, et que la route est là, il va falloir un moment pour rattraper. Quoi. C'est ma perception. Voilà. Donc, c'est une impression de réussite en demi-teinte qui doit inciter à la prise de conscience, encore une fois, si on se dit les choses vraiment, et qu'on accepte le constat, qu'il soit satisfaisant ou pas satisfaisant, on est capable de redresser à barre. Si on ne veut pas voir les problèmes, qu'on ne veut pas en parler, eh ben on aura du mal et on sera doublé. Voilà. C'est important de garantir une sécurité des approvisionnements. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne quand le canal de Suez est bouché, simplement parce qu'il y a quelques rebelles avec quelques missiles et quelques drones voilà, en masse qui sont en train d'obliger les bateaux à passer par Bonne-Espérance et donc à augmenter le prix de ce qui arrive sur les marchés chez nous. Donc la sécurité des approvisionnements, c'est critique. D'avoir une vision globale qui concerne toutes les marines, de commerce, militaire, de pêche, de plaisance. Donc avoir une capacité à voir collectivement ce qui se passe dans des secteurs. Jusqu'à présent, on laissait les marins militaires travailler dans leur coin, les marins de commerce dans leur coin, la pêche dans leur coin, les machins. Aujourd'hui, il faut éviter de travailler en ligne d'eau séparée parce que on va se faire avoir. On va se faire avoir parce que les gens qui intègrent tout ça, et de façon... Alors, je ne suis pas pour le régime communiste, je voudrais être très clair, mais Xi Jinping, il n'est pas embêté. Il a une commission centrale du Parti communiste, il prend les décisions et ça s'applique à tout le monde. Donc lui, il a, je dirais, une vision de l'interministériel qui n'est pas la nôtre, mais ça marche. Et il va dans une direction qui n'est peut-être pas la nôtre, mais il y va. Nous, on a un fonctionnement interministériel, mais on a encore des cloisonnements et on n'est pas encore unifié pour y aller. On a tout ce qu'il faut pourtant. Donc avoir cette vision globale, c'est essentiel. Or, on était encore trop cloisonné. Et puis s'inscrire dans un paysage européen qui, pour le secteur maritime, comme pour le secteur aérien, doit savoir protéger les acquis de la recherche. Ça, c'est fondamental, parce que si on ne les protège pas, on va se faire acheter les brevets, et ce sont les autres qui vont construire pour nous, et ils vont nous le faire payer.
et qu'elle a financé, et un soutien à l'économie durable et articulé. Voilà, ça, c'est juste pour vous dire qu'on peut ne pas être d'accord avec ce rapport. On a quand même des gens qui parlent, je dirais, de façon assez mesurée et raisonnable, et dans ce que j'ai lu là-dedans, ça correspond assez bien à ce que j'ai lu pendant 30 ans, quoi. Voilà. Bon, alors, on va y aller un peu plus vite. Les conclusions, elles sont là. Le droit de la mer, on va passer, je ne vais pas vous faire, je ne vais pas rentrer dans le détail des tranches d'eau et des responsabilités. Des grands fonds marins, ça s'applique sur un certain nombre de choses. C'est ce qui a été vu pendant la présentation qui a été faite par l'amiral Martinet de la FMES quand il est venu partir, quand il est venu. Qu'est-ce qu'on en tire? On en tire que, oui, le droit de la mer, c'est important, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est inerte parce qu'il y a des gens qui cherchent à le contourner et qui le bloquent. Et que cet esprit de coopération qui prévalait au moment de Montego-Bay, sa ratification de sa mise en œuvre, aujourd'hui, il n'est plus là. Deuxièmement, d'autres textes sont en première ligne. On a rentré des éléments sur la biodiversité. Le protocole de Nagoya, les aires marines protégées, les conventions des Nations Unies, les COP et tout ça. Mais encore une fois, il y a des grandes messes internationales qui sont importantes, mais qui n'empêchent pas les grands acteurs de faire ce qu'ils veulent dans leur coin. Donc, je dirais, entre guillemets, il y a ceux qui disent des choses et qui s'investissent, et c'est vrai qu'en France, on s'est beaucoup investi, à raison, mais en face de nous, on a des gens qui sont assez incrédules, ou alors très fins stratèges, et qui attendent de voir comment ça évolue pour pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices pour eux. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y aura ceux qui seront les dindons de la farce. On espère qu'on ne fera pas partie de cela. Et aux difficultés déjà énoncées, il convient d'ajouter la question des fonds marins. Cette question des fonds marins, elle s'est imposée dans les 5-10 dernières années. Mais il y a 10 ans, on n'avait pas les sous-marins pour y aller, et puis on ne pouvait pas les acheter, puis on ne pouvait pas les fabriquer, puis qui allait les payer? Je dirais, les fonds marins, ils n'appartiennent pas à la défense. C'est un bien commun de l'humanité et des citoyens français. Si on doit pouvoir explorer dans les fonds marins, certes, il y a un savoir-faire qui est à la défense, mais dans la responsabilité de la protection, de l'exploitation, tout ça, comment ça fonctionne? Et tout ça, ça nécessite de penser à partir de nos acquis, qui sont des forces, mais de les adapter. Voilà. Et d'autres sujets mériteraient de ne plus être traités comme des questions régionales. La conquête de la mer de Chine par la prise de contrôle, le rocher transformé de poldérisation, là, je dirais, l'administration Obama, comme tous les Européens, se sont fait avoir dans les années 2008, quand on nous a expliqué que la poldérisation de quelques petits atolls, c'était juste pour la sécurité maritime, qu'il n'y avait pas d'intention militaire là-dedans. Regardez les cartes des petits atolls, regardez la taille des pistes d'aviation et regardez le nombre d'avions et de bateaux qui sont là-bas, c'est impressionnant. Alors, personne ne s'est posé la question de savoir si ça avait des conséquences sur l'environnement. Est-ce que c'est durable? Est-ce que le béton qui a été coulé par les Chinois va résister à l'eau de mer? Est-ce que ça va polluer un certain nombre de choses? Toutes ces questions-là n'ont pas été posées. En revanche, on a laissé les militaires américains et puis les gens qui tournent autour aller contester aux Chinois le fait d'avoir fait les choses. Et nous, on ne sait pas trop bien s'il faut... Enfin, pendant un moment, on s'est posé la question de savoir si c'était bien de laisser les Chinois faire ou pas trop. Ou... Voilà. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que si on les laisse faire, ils vont régler le monde à la chinoise. Est-ce que c'est le monde qu'on veut? Je ne suis pas certain. Au nom de nos valeurs, j'en suis pas sûr. Est-ce que s'il faut laisser faire les Américains pour qu'ils règlent ça à la mode américaine? Est-ce que la mode américaine va correspondre à la vision française et européenne? En tout cas, si on n'affirme pas une vision française et une vision européenne, on aura du mal. Voilà. Donc, je continue et j'essaye, j'arrive à 1h15. Voilà. Alors que toutes les questions maritimes sont liées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous éludons certains problèmes ou nous ne les traitons pas dans un cadre adapté, c'est-à-dire un cadre qui permette de les examiner de façon globale. Donc on fait exprès on semble faire exprès, je ne dis pas que c'est facile, hein, on semble faire exprès de se concentrer sur un petit truc, parce que tout le reste s'écroule, les gens font ce qu'ils veulent, mais nous, on va chercher à avoir raison là-dedans, et puis quand on aura eu raison là-dedans, tout le reste aura changé, il faudra tout changer ici. Donc il y a ce besoin d'avoir une vision d'ensemble. Le temps presse, de nombreux dossiers ne peuvent subir les délais de la diplomatie traditionnelle, ça je la connais bien, je suis passé par là et je l'ai servi, donc il y a des choses qui marchent en diplomatie, mais face à une révolution numérique qui évolue considérablement, et faut voir, bon, la révolution informatique, c'était considérable, les ordinateurs, mais c'était très très lent. Là, avec le numérique, l'intelligence artificielle et les drones, ben, tous les 2 ans, vos matériels sont périmés, et en plus, les équipements que vous mettez en œuvre sont capables d'assurer une rupture technologique. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose où, dans le temps, on maîtrisait la stratégie, on disait qu'on allait faire ça, on acquirait l'équipement et on devenait numéro 1, ou en situation d'être souverain. Là, si on laisse faire, les autres développent quelque chose
qui crée une brèche technologique, qui devient stratégique, qui permet de prendre l'ascendant et de prendre la propriété sur un territoire maritime qui n'est accessible à personne d'autre. Alors, où on laisse faire, et à ce moment-là, on va être entouré de choses contre lesquelles on ne pourra plus lutter, ou alors on décide d'y aller, de s'y mettre, et de faire valoir notre vision d'un droit maritime, notre vision d'une économie, notre vision d'un environnement. Mais on ne peut pas plaider que pour l'environnement si on n'a pas les moyens de dissuader. C'est-à-dire que vous n'allez pas expliquer aux Chinois que ce qu'ils font, c'est pas bien, si vous n'êtes pas capable de leur montrer que s'ils font quelque chose de pas bien, on va aller leur dire de près. Donc il ne peut pas y avoir une vision paix, guerre, tout ça c'est fini, on est en zone de crise permanente, on est en tension hybride, je ne sais pas si vous avez vu, comme par hasard, il y a un bateau chinois en Baltique, là, cette semaine, là, commandé par un capitaine russe, qui a malheureusement coupé 2 câbles sous-marins en mer Baltique. Un accident, banal accident, ça a mis la Finlande, la Norvège, les pays baltes en dessous, mais bon, pas de chance, c'est un accident, on est désolé. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire, on réagit, on contrôle la Baltique, c'est chez nous, c'est pas chez nous. En tout cas, depuis l'admission de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, l'accès à la Baltique, c'est principalement l'OTAN. Au bout du bout, il y a les Russes, il y a bien sûr Kaliningrad, mais le reste, c'est l'OTAN. Et donc, comme les pays qui sont de l'OTAN à cet endroit-là sont tous de l'Union européenne, c'est l'affaire européenne. Bien, donc voilà. Et puis, qu'elles soient d'initiative publique ou privée, les réunions internationales au chevet de l'océan ne manquent pas. Mais aucune n'a vocation ou légitimité pour embrasser l'ensemble des questions maritimes, et a fortiori pour servir de matrice à une adaptation permanente du droit de la mer. Et sans cesse différer, il y a besoin de changer le droit de la mer, mais pour les blocages politiques que nous connaissons, idéologiques que nous connaissons, et de recomposition géopolitique, eh bien, les choses n'avancent pas, sauf à l'exception de BBNJ, donc c'est la gestion de la biodiversité au-delà des espaces sous souveraineté nationale, c'est-à-dire en dehors des eaux, des zones économiques exclusives, mais même sur BBNJ, qui a mis 30 ans à être négocié, il y a des limites, on les connaît. Donc, la nécessité de disposer d'une COP dédiée à l'océan, à l'instar des COP climat et biodiversité, s'impose. Ça paraît assez logique. Mais se heurte à des habitudes d'une communauté maritime internationale qui privilégie l'approche technique, sectorielle. Et donc là, par exemple, la décarbonation, ça, on s'est engagé là-dedans, c'est quelque chose qui a été fait, mais on a laissé de côté une vision plus globale, que je qualifierais d'un peu plus politique, même si le terme peut être un peu galvaudé. Et donc, moi, c'est ce que je l'ai mis en rouge, parce que c'est ma conviction personnelle, je l'impose à personne. Je suis intéressé d'en discuter avec vous. Il y a besoin d'une vision politique, je l'ai appelée politique, je l'ai mise entre guillemets, mais ce n'est pas pour imposer aux autres, mais c'est une vision collective de la communauté internationale, donc elle est politique, globale, sur les enjeux maritimes, soutenue par des approches pragmatiques, mais qu'elles soient coordonnées. Parce que si on travaille chacun dans sa ligne d'eau, on va se faire déborder par celui qui travaille de façon transverse. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, plusieurs domaines mériteraient d'être abordés de façon globale. La sûreté maritime, qui reste entravée par une lecture très réductrice du droit du pavillon. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, il faut demander l'accord du pavillon, alors qu'il y a des tas de choses qui se passent. On sait que l'État est en train de violer, l'État qui est contrevenant est en train de violer. Le droit a été pondu comme ça et validé en 1994, il faut le changer. Et maintenant, pour aller vers un consensus, c'est compliqué parce que les gens, ils sont en train d'ergoter sur ce qu'ils peuvent faire pour satisfaire leurs besoins nationaux propres. Voilà. Les fonds marins nécessitent une approche nouvelle, quoi qu'il advienne de l'initiative lancée par la France, puisque le président Macron, en 2022, a décidé de geler l'exploitation des grands fonds marins. Bon, alors, il le fait pour la France, en disant « nous, la France, on ne le fera pas ». Et puis, il essaye d'amener une coalition à le faire. Mais il y a toute la coalition des autres qui, eux, sont contre. Chinois en tête, Norvège, enfin, il y en a un paquet, je ne vais pas tous les citer. Et donc, il y a ces problèmes d'antagonisme. Si on ne fait rien, on va se retrouver avec les pour et les contre. Et puis en fait, ce qui va subir, c'est le développement humain, la planète, l'environnement, le climat. Voilà. Et tout ça va se gérer sur un fond géopolitique, avec une idéologie. Voilà. Donc pour moi, et c'est ma conclusion ici, la prise en compte coordonnée de ces questions maritimes par nature transdisciplinaire, dans un cadre multilatéral qui rend compte du caractère crucial pour l'avenir de l'humanité, comme pour celui de la planète, bénéficierait
d'approche bilatérale interministérielle. C'est-à-dire qu'avant de se mettre autour de la table à tous les Européens, tous les Otaniens, tous les gens qui veulent, commençons par le faire bilatéral. Et tiens, c'est étonnant, mais cette approche bilatérale interministérielle existe, puisque la France a créé des dialogues maritimes globaux en 2018, je crois bien que c'est ça, avec l'Inde, principalement sur la sûreté maritime, donc sur les enjeux de sécurité, mais en 2019 de façon globale avec le Japon. C'est-à-dire que là, on est capable de discuter d'environnement, voire même de pêche à la baleine. Je le dis exprès. On doit être capable de discuter dans le cadre du dialogue maritime global, pas forcément par médias interposés. On doit pouvoir le discuter sérieusement dans le cadre d'un dialogue maritime global avec le Japon, jusqu'aux questions de sécurité, en passant par l'environnement, le développement, la technologie, les drones et tout ce qui va bien. Et la surveillance maritime. On en reviendra peut-être pendant les questions. Le Japon, derrière l'Indonésie, a dit mais c'est une très très bonne idée, nous on veut la même chose. Donc, je n'ai pas les dernières nouvelles, mais enfin, l'Indonésie est partie dans un dialogue avec la France interministériel et global. Alors pourquoi c'est facile ? Parce que la gouvernance maritime d'Indonésie et la gouvernance maritime du Japon, elles sont compatibles avec la nôtre. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont copié sur nous. Quand la France a été parmi la première à fabriquer une gouvernance interministérielle maritime, c'était après les grandes catastrophes maritimes que les côtes bretonnes ont bien connues, et c'est pour ça que les Bretons sont des précurseurs. Ils ont été les précurseurs de la fabrication de cette gouvernance maritime qui a voulu pour tous les océans. Et donc, les Japonais sont venus, les Indonésiens sont venus, et ils ont créé leur structure. Et donc, c'est pour ça qu'on a moins de problèmes pour parler globalement de questions maritimes avec le Japon et l'Indonésie. Bon, peut-être demain avec les Philippines, avec ce qui est en train de se passer. Les Philippines sont tout seuls face aux Chinois, soutenus par les Américains. Enfin, d'après ce que j'ai vu, apparemment, il y a un contrat d'une quarantaine de bâtiments de surveillance maritime, dont une partie serait française, qui va aller armer les Philippines. Donc, cette nécessité d'avoir une vision globale, interministérielle, transverse, au niveau multilatéral, elle est certaine, mais on ne pourra pas l'aborder ex nihilo. Regardez déjà la complexité des grandes conférences sur le climat. Si vous mettez tout ça en même temps, vous allez tout saturer. Puis alors, vous pouvez être certain qu'au milieu de tout ça, les empêcheurs de tourner en rond vont se faire une joie de vous bloquer là, de vous prendre des gages là, de prendre un otage ici, et pendant ce temps-là, ils feront ce qu'ils voudront. Tandis que si vous, en tant que pays maritime, avec une vision mondiale et transverse, vous vous entendez avec les pays qui sont comme vous, et que vous êtes capable de faire passer des idées, ça sera plus facile. Ça sera plus facile dans un cadre européen, et en Europe, la gouvernance maritime des Portugais, la gouvernance maritime des Belges, des Néerlandais, elle est compatible avec la nôtre. Les Italiens aussi, c'est faisable, donc on devrait pouvoir dialoguer. Les Espagnols, ça sera faisable. Tout le monde n'est pas comme ça. L'Allemagne n'est pas comme ça. Mais on devrait pouvoir s'entendre avec ces pays-là et avoir un moteur européen maritime qui fait passer ces idées-là au niveau de l'Union européenne et qui les fasse passer au niveau mondial. Voilà. Donc, la France doit jouer un rôle ambitieux. Donc, les sommets, on a un sommet, la conférence mondiale des océans, qui va se tenir à Nice au mois de juin 2025. Là, c'est quand même pas rien, quoi. On a eu le One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest en février 2022 avec la déclaration sur la biodiversité de Brest. C'était pas loin d'ici, quoi. Donc la Bretagne est impliquée. Et puis, voilà, cette conférence de Nice qui arrive, c'est important. Donc, État côtier doté d'un espace maritime vaste, la France est aussi une puissance maritime de premier rang dans les domaines économiques, navals et scientifiques. Ces atouts lui confèrent au sein de l'Union européenne un leadership qu'elle doit mieux affirmer, sans se laisser enfermer dans le piège d'une procédure communautaire qui permet à la Commission de se substituer par moment aux États membres. Donc, on en revient toujours à la même question. Quels sont nos intérêts? Quels sont nos avantages? Quels sont nos points forts? Quelles sont nos faiblesses? Quel diagnostic on fait et comment on y va? Et une fois que vous avez défini le comment on y va, après, on se met tous ensemble. Et comme au rugby, quand l'équipe fait bloc, elle gagne, même d'un point. Et un point, c'est gagner d'un point, c'est une grande victoire. Enfin, moi, ça me suffit en tout cas. Gagner d'un point, ça me suffit. En 2025, donc la troisième conférence des Nations Unies pourrait offrir l'opportunité de proposer la création d'une COP Océan. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas dans les discussions, on ne va pas me demander mon avis. J'imagine que l'Académie de Marine, elle, a un rôle beaucoup plus important. Et ça peut être un objectif. Et d'affirmer devant la communauté internationale que l'océan est un bien commun. L'océan de la Convention de Montréal était un patrimoine commun. D'accord ? Patrimoine qu'on peut exploiter et qu'on redistribue même à ceux qui n'ont pas de richesse et de façade maritime. Là, on parle d'un bien commun de l'humanité. Un bien pour le climat, pour la planète. C'est pas rien. Le changement, le mot patrimoine et bien commun, ça change. Mais le problème, c'est qu'en français, dans l'atmosphère du moment, parler de bien commun, intérêt général et bien commun, par moment, on a l'impression qu'on est grossier. Il va falloir peut-être rétablir le sens des mots et faire en sorte que le bien commun, ça soit un bien commun, mais pour tous. Ce ne soit pas le bien commun de quelques-uns.
Voilà. Et puis pas s'empêcher par, a priori, d'aller tester des options, parce que si on attend, eh ben, on va se faire dépasser. Voilà. Et donc, ça invite à passer d'une souveraineté impériale à une souveraineté fondée sur la responsabilité. Voilà. J'arrête là. Je savais que j'irais pas au bout, mais j'attends vos questions. Et en fait, je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement. Je voulais vous dire ça. Et toute la partie de l'outre-mer, elle est là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini le quoi, là, vous trouvez le comment pour toutes les régions maritimes françaises. Et vous êtes capable de fabriquer des solutions qui, aujourd'hui, n'existent pas, mais qui sont maritimes. Pour notre souveraineté, pour notre économie, pour notre développement et pour notre technologie. Voilà, j'arrête là. Je prends vos questions comme elles viennent. J'en suis désolé. J'ai de quoi vous parler de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, de la mission Clémenceau 2025, du retour de la mission de la FREMM Bretagne d'Hawaï, des stratégies maritimes du Japon, de la Chine, et sans oublier que les Coréens du Nord là, sont aussi des empêcheurs de tourner en rond, qui embêtent bien la péninsule coréenne et le Japon, mais qui commencent à embêter aussi les Ukrainiens. Et donc, on voit bien qu'il y a un axe qui est en train de se fabriquer de gens qui ne nous veulent pas que du bien, jusque sur le territoire européen, là où la guerre ne devait plus jamais revenir. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus, et puis je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Amiral, pour cette